sur la situation internationale afin de témoigner de notre solidarité entre peuples en lutte, entre nations sans État, et puis aussi de faire ressortir des points communs entre nos différentes luttes, entre nos différentes thématiques d'action pour les semaines et les mois à venir, et pour démontrer que nos combats respectifs ne sont pas des combats isolés, ce sont des combats anciens qui, à des rythmes peut-être parfois différents, continuent à évoluer, et notamment à évoluer vers la pleine souveraineté. Ce sera notamment une question qui sera officiellement posée en Kanaki une nouvelle fois dans quelques semaines, mais par ailleurs, dans les autres pays, dans les autres nations sans État, des mouvements comme le nôtre se mobilisent pour faire valoir leurs droits, et ce sont ces questions-là que nous allons aborder ensemble. Donc, je vais d'abord, avant de céder la parole aux premiers intervenants, vous présenter les délégations qui sont représentées à cette Giornata di Corsica Libera. Donc, per Gadalonia, nous compterons en visioconférence Aurora Madula, qui est historienne et députée de Junts per Catalunya et deuxième secrétaire du Parlement de Catalogne, Conchita Bosch, que vous connaissez bien en Giornata Internationale, responsable des relations internationales d'Independentiste d'Esquerra. Pour la Kanaki, Michael Forest du FLNKS, qui est membre du gouvernement, Iker Elissalde pour le Pays Basque, de Sortu et Evacebai. Pour la Sardaigne, Simone Maulu, pour IRSE, Maria Maddalena Agus et Bustiano Composto pour Sardina Nazione. Et enfin, Axel Amesian pour le MAC, c'est-à-dire le Mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, que nous avions reçu aux journées il y a maintenant près d'une décennie, mais avec qui nous avons gardé des contacts. Donc, abbiamo parola per principiare ai nostri amici sardi, abbiamo due delegazioni che sono rappresentate, che ci hanno presentato l'evoluzione da lotta sarda e di Asomossa per accedere alla sovranità nazionale. Propongo di principiare con i nostri amici di Sardina Nazione Indipendenza e dopo Simone, il nostro amico Simone Maulu, che di noi è fido all'avvenimento di giornate per Indipendenza e Repubblica di Sardegna, intervenerà per dare a posizione di un movimento non è sfide maggiori per i prossimi mesi. Dunque, senza aspettare, lascio la parola se li gisentano e se la fare viaggio all'amici di Sardegna Nazione. Non so se è Maria Maddalena Agus che principio o Bustiano Composto per un giro dunque di situazione. C'è comunque parecchie invitate, ma cerca di avere presentazioni piuttosto sintetiche, e poi dopo ci sarà maniera di ripiare parole e di intervenire in due attimi se non c'è bisogno e necessità. Ecco, avete la parola. Saluto a tutti, sono Maddalena Agus, sono il sindaco di Olzai, di un paese della provincia di Nuoro della Sardegna. Io sono stata eletta nell'ottobre 2020 e quindi amministro il mio paese da poco più di 9 mesi. Diciamo che quando mi sono presentata con un bel gruppo abbiamo cercato le migliori figure che c'erano nella mia comunità, abbiamo presentato una proposta alternativa a quella che è stata proposta nelle precedenti amministrazioni, proposte puramente costituite e formate da partiti italiani. C'è qualche componente, ma principalmente siamo delle persone di buona volontà con diciamo, la voglia di lavorare per il nostro paese e per il nostro territorio. Allora, come sindaco diciamo che appena abbiamo iniziato e appena ho iniziato la mia azione di amministrazione mi sono resa conto delle difficoltà che ci sono, della burocrazia che va a cozzare proprio con quella che è la normativa dello Stato italiano, lo Stato che per noi è il nostro dominatore, che non ci permette in qualche modo o meglio in tutti i modi,
di essere amministrati, perché non viene contestualizzato, perché sono delle normative che non sono fatte su misura della nostra comunità e su misura del nostro territorio. Quindi una normativa che non ha niente a che vedere con la nostra realtà e con la nostra cultura. E diremo quasi dei modelli non appropriati. E da qui quindi le difficoltà nell'amministrare una comunità, la sofferenza che appare chiara all'interno della comunità, i servizi che vengono a mancare, quindi per esempio e da qui quindi il fatto che il cosiddetto spopolamento è dovuto praticamente proprio a una normativa che non ci appartiene, che non è sarda, che è del dominatore, e quindi in automatico ci ritroviamo a non avere una comunità spopolata, perché i giovani vanno via e quindi il cosiddetto fenomeno dello spopolamento, che viene affrontato con convegni che non portano a soluzioni, che non portano a nulla, il paese va in sofferenza. Ma mancano i servizi elementari, mancano quei diritti garantiti. Un esempio, io ho un grossissimo problema, che è il problema della mia assenza del medico di base. Noi siamo senza medico, totalmente scoperti dal mese di gennaio, quindi siamo 9 mesi che quel famoso diritto alla salute riconosciuto non è garantito. E quindi questo va ad incidere su quella che è la vita normale all'interno di una comunità, a maggior ragione in tempo di pandemia, a maggior ragione quando il Covid ti permette di avere una condizione ancora più, come dire, pesante, ancora più in sofferenza. Quindi ci ritroviamo gli ospedali non solo col carico della pandemia, ma in più con l'emergenza di una comunità che, non avendo il medico di base, va ad ostruire quello che è un pronto soccorso di un ospedale. Non abbiamo però solo il problema del medico di base che non c'è, abbiamo per esempio un ufficio postale che lavora a giorni alterni, quindi è un disservizio più che un servizio. E nel momento in cui quindi che una comunità segnala, perché io mi sono trovata dal primo giorno, io sono stata eletta il 26, il 27, ho parlato col direttore delle Poste Italiane, addirittura un referente a Roma che si occupa del problema dei paesi, delle zone interne, che non sa nulla delle zone interne però, con un amministratore delegato del Fante che, come dire, vengono a fare gli interessi, diciamo, di quello che è principalmente il loro ruolo lì, senza tener conto di quello che è il contesto in Sardegna. E quindi principalmente di Olzai, ma non è solo Olzai in sofferenza, ci sono tanti paesi della Sardegna, e questo è proprio un risultato di un modello politico, di una classe dirigente che non ci appartiene, che non è nostra. Ecco perché poi la comunità e le persone vanno in sofferenza. Ma abbiamo problemi, come dire, di gestione proprio no, pratica, e questo perché all'interno delle nostre zone, i nostri comuni potrebbero vivere diversamente, quindi si potrebbe avere un modello produttivo che ci permetta davvero di fare ampi respiri di sollievo, e quindi di buona vita per una comunità, ma anche di buona amministrazione per quel sindaco e per quell'amministrazione che amministra quella comunità. E quindi ci ritroviamo con una classe politica, come dire, una classe dirigente che parlo appunto di chi sa Roma, di chi decide per noi, di chi non conosce il territorio, di chi non conosce la cultura di quella comunità, di quel paese, di chi non conosce l'identità di chi abita quei territori. E quindi ci ritroviamo davvero a scontrarci, abbiamo una doppia burocrazia. Quindi io mi ritrovo a combattere con una doppia burocrazia, perché abbiamo una normativa appunto che non è nostra, ecco.
e quindi la sofferenza è a 360 gradi. Mi riservo eventualmente di intervenire dopo se è possibile. Grazie per questo intervento, che dovremmo un po' di idee di noi, da situazione di difficoltà tra Abramo che non possiamo avere, intanto che nazionale, indipendentista, e difficoltà di un quadro normativo, quando siamo eletti in istituzioni si possono ritrovare un po' di punti comuni. Non so se Bustiano Composto vuole intervenire a suo momento. Sì, beh, saluto tutti, intanto un piccolo saluto per adesso, è un'anticipazione più o meno di quello che potrò dire anche dopo. Dunque, io sono ormai un anziano delle giornate internazionali, vengo da sempre, insomma, quindi conosco vita, opere e miracoli di questo bellissimo evento che voi organizzate. Intanto un saluto ai prigionieri politici, un saluto di solidarietà che riteniamo sempre anche i nostri prigionieri, anche se in questi giorni stiamo subendo anche noi una pressione. Proprio avantieri c'era una tornata processuale di 45 indagati che poi sono stati rinviati a giudizio, insomma 38 sono stati rinviati direttamente, gli altri in osservazione, e quindi anche noi siamo sotto questa pressione. La situazione della Sardegna adesso in questo intervento iniziale è quella, è quasi paradossale, perché abbiamo un governo a guida sardista, cioè praticamente di un partito, il Partito Sardo d'Azione, che si dichiara nel suo articolo 1 anche indipendentista, però poi alla fine questo a guida sardista è in un ambito completamente italianista, insomma, assolutamente organico a quelle che sono le politiche che sono state condotte in Sardegna fino ad oggi, insomma. Quindi il nostro carissimo Solinas, nonostante la sua provenienza da un partito così importante nella storia della Sardegna, alla fine poi non si distingue, entra nell'apparato e funziona insieme all'apparato, insomma. In tante occasioni poteva sollevare la testa, non l'ha sollevata, anche sulla questione della pandemia, in cui per esempio poteva determinare le entrate e le uscite dalla Sardegna, regolarle in maniera sovrana, invece poi si è preso le bacchettate del governo e si è ritirato indietro temendo le bacchettate. Ma e poi ci ritornerò, magari la pressione più alta che noi abbiamo adesso è il ruolo della Sardegna come luogo di discarica. Contro questa destinazione qualche battaglia l'abbiamo anche vinta, quella contro l'amianto, contro i fanghi che venivano dall'esterno, e quelle siamo riusciti a fermarle, ma adesso siamo impegnati nella grossa battaglia delle scorie nucleari, e questa la stiamo ancora conducendo. Adesso il 28 ci sarà l'audizione nostra, insomma io sono presidente del comitato contro le scorie nucleari e quindi interverrò a livello di Stato italiano, avrò i miei 10 minuti insieme al marasma degli interventi che ci sono, in cui difenderò i diritti della Sardegna di essere sovrano su tutto, insomma, e quindi che quelle scorie assolutamente non saranno da noi accolte a qualunque costo. Gliel'abbiamo fatto capire, siamo pronti a fare qualunque azione perché quelle scorie non arrivano in Sardegna, e quando intendiamo qualunque, perché sono qualunque, perché abbiamo una responsabilità generazionale di impedire che la nostra terra abbia una servitù di quel tipo, cioè, che macchierebbe la Sardegna, la cancellerebbe dall'immaginario collettivo come la immaginano adesso, un gravame così forte noi non permetteremo che venga dato alla Sardegna. Grazie Bustiano per questo testimonio. Se Josefa forse vuole intervenire, non so di lasciare la parola a Simone Maulu. Grazie, no, in qualche parola. Grazie Bustiano. Allora, ritroviamo nelle vostre intervenzioni parecchie problematiche che sono le nostre. La questione delle competenze, della maestria, voi tra Roma e la Sardegna, noi tra Corsica e Parigi,
e la questione delle tematiche che sono similari, quelle della salute, quella delle zone interne, dei territori montagnoli, che si devono ammaestrare in un modo particolare. Dunque ci ritroviamo e potremmo voltare in questa questione qui e più in là nella tematica di un nucleare. Per noi è stato molti decine d'anni fa che questa questione è stata posta a Corsica negli anni 60, per voi è sempre un'attualità riguardo a ciò che si passa in Sardegna. Allora potremmo voltare in queste tematiche qui o altre dopo, ma mi pare che abbiamo da continuare con i che risalde per il paese vasco. Non si ma compie forse con la Sardegna, con Simone Mauro per Indipendenza Repubblica di Sardegna. Ringraziamo gli intervenenti di Sardegna Nazione. Può essere che Simone è libero di... Sì, ti sentiamo, forse per un punto l'evoluzione di lotti indipendentisti in Sardegna questi ultimi mesi e perspettive per i mesi a bene. A parola, Simone. Prima di tutto, ciao a tutti, buonasera a tutti e grazie a Corsica Libera per questo invito alle giornate e grazie per non mollare mai, per continuare nonostante tutto a creare questa importante occasione di dibattito, nonostante la pandemia, nonostante tutti i problemi, perché è fondamentale. E un abbraccio ai prigionieri politici che continuano a subire la persecuzione e la repressione dello Stato francese. Un saluto alla gioventù indipendentista e un abbraccio fraterno al presidente Gianvita Lamoni, che per noi, oltre che un caro amico, è sempre un grande punto di riferimento umano, politico e culturale, un grande esempio di lealtà, di coerenza e di lotta. E anche un augurio alla deputata Josefa Giacometti che oggi porta all'Assemblea di Corsica la voce di Corsica Libera, che non è solo la voce di una donna indipendentista, che già di per sé è una potenza, ma non dimentichiamocelo, è la voce di migliaia di corsi che hanno votato e che si sentono rappresentati da Corsica Libera. Oggi io non vi voglio fare l'elenco dei problemi della Sardegna, che fondamentalmente sono sempre gli stessi, un po' li hanno accennati Bustiano e Maddalena, e come ha detto Josefa, voi li conoscete bene perché essendo due isole sono problemi molto simili. Noi in questo momento storico abbiamo pensato e pensiamo che sia fondamentale soffermarci su di noi. I problemi della Sardegna esistono sempre, come esistono in tutto il mondo. Il punto fondamentale è come noi affrontiamo questi problemi, con quale strategia, con che forma di lotta e quanta forza siamo riusciti ad esprimere fino ad ora e quanta ne possiamo riuscire a esercitare ancora. Per questo in questi ultimi anni dove l'attività politica si è un po' rallentata anche a causa della pandemia, abbiamo lavorato per aprire un dibattito sulla nostra storia politica e umana, un dibattito interno all'indipendentismo, interno alla nostra area, e abbiamo deciso di farlo in maniera molto onesta, senza bluff, con molto rispetto delle nostre storie e delle nostre differenze. Per anni noi abbiamo dettato l'agenda politica della Sardegna, abbiamo difeso la nazione sarda dai soprusi autorizzati dalla classe politica sarda e italiana, dalle incursioni mafiose nel campo dell'energia e delle speculazioni di vario tipo. Siamo sempre stati in prima linea tutti. Quando noi eravamo all'apice del consenso, quando IRS era all'apice del proprio consenso e stava iniziando a entrare nelle istituzioni, a governare i comuni, a portare l'indipendentismo non solo in piazza ma dentro le istituzioni con le nostre forze, allora noi abbiamo subito un forte tentativo di scissione, di distruzione del movimento. E nel 2010 abbiamo subito una scissione che vi ricordate bene anche voi perché la conoscete, di riflesso l'avete un po' vissuta. Per noi questo è stato un dramma, è stato un evento traumatico per l'indipendentismo sardo e che molti di noi hanno vissuto come un lutto. Ognuno poi ha continuato per la propria strada, in tanti non hanno fatto più politica attiva a causa di questa delusione e l'indipendentismo si è frammentato. Alcune singole battaglie le abbiamo vinte, alcune le abbiamo perse, non abbiamo mai mollato, siamo sempre qua
però abbiamo capito che in questo modo non si può andare avanti, non si può continuare. C'era una ferita che era aperta e non si era mai cicatrizzata, non si era mai chiarita. Per questo in questi anni abbiamo riflettuto in silenzio, abbiamo iniziato delle interlocuzioni discrete tra di noi, tra le anime di quella scissione, per capirne i motivi profondi, e abbiamo deciso di aprire una nuova fase storica dell'indipendentismo, insieme a tutti coloro che non hanno mai mollato, che sono sempre stati coerenti, che non si sono mai venduti e che hanno sempre portato alta la bandiera della nazione sarda. Altri sono spariti nel sottobosco della politica che ha indotto e finanziato quella scissione, nascosti dietro sottobosco e cattedre assegnate senza concorso. La storia e questi 10 anni sono stati una linea chiara. Per questo oggi io non vi porto solo i saluti di IRS, ma vi porto i saluti anche da parte del partito indipendentista Progress e del neonato coordinamento indipendentista Torra. Oggi noi alle giornate internazionali di Corte vogliamo annunciarvi ufficialmente che queste 3 organizzazioni che rappresentano l'indipendentismo storico, non violento, repubblicano, di sinistra, democratico e organizzato, per la prima volta dopo 10 anni hanno deciso di collaborare, di lavorare insieme per rilanciare l'indipendentismo in Sardegna e aprirsi a tutte le persone che credono in questo percorso, anche a tutte quelle persone che non hanno mai fatto politica ma che hanno voglia di riattivarsi. E oggi, dopo 10 anni, abbiamo aperto questa nuova fase insieme a Progress e a Torra, alle donne e agli uomini di questo partito, spinti da un senso di responsabilità nazionale e dalla voglia di riprendere questo cammino che ha portato di riprendere. Queste 3 forze hanno iniziato a collaborare, a proporre una partecipazione attiva per creare un'opzione indipendentista credibile, contemporanea, inclusiva, internazionalista. In questo momento storico è indispensabile fare una profonda riflessione su cosa rappresenta per noi e per oggi l'indipendentismo nel mondo. E in un mondo globalizzato, la dimensione dell'indipendenza assume un valore universale per ogni popolo e per ogni terra, perché è l'unico antidoto alla natura darwiniana della globalizzazione, nella quale sopravvivono solo i più forti. Perché prima ho precisato che queste 3 organizzazioni si riconoscono nella sinistra internazionale? Perché oggi in Sardegna esiste un indipendentismo di destra. Per questo pensiamo che sia importante chiarire, come diceva Jean-Guy, tocca fare scelte. L'indipendentismo di sinistra è l'antidoto alla forza divoratrice del neoliberismo, ma è anche è un antidoto al becero protezionismo che paventano le destre nazionaliste, che occupano gli spazi di lotta alla globalizzazione con teoremi finanziari ed economici fintamente rivoluzionari, ma in realtà legati alle oligarchie globali. Per questo abbiamo deciso di ristrutturarci in questo particolare momento storico e di ricostruire la nostra comunità politica e umana per riprendere il percorso da dove si era interrotto, ben coscienti che non stiamo ripartendo da zero, ma che la nostra comunità è composta da migliaia di persone. E queste 3 forze indipendentiste insieme abbiamo creato un blog che è un giornale indipendentista che si chiama Elis. Elis è parte del grido di battaglia dell'esercito giudicale che difendeva la Sardegna quando era indipendente. Per secoli questo grido ha risuonato nei momenti cruciali della nostra storia nazionale. Poi è stato dimenticato in qualche libro di storia, perché noi in Sardegna non studiamo la nostra storia e la nostra lingua. E questo grido oggi risuona nelle nostre voci di donne e di uomini liberi, ma non risuona solo in Sardegna, risuona al fianco di tutti i popoli che lottano per la libertà, per la giustizia, per i propri diritti e per la propria indipendenza. Elis è un giornale internazionalista che punta ad aprire collaborazioni ed ospitare contributi di riflessione e aggiornamenti di prima mano da parte di tutti i popoli in lotta. Abbiamo già fatto delle collaborazioni con Uribombu e vogliamo intensificare sempre di più questa collaborazione in modo che sia i sardi che i corsi siano sempre informati di cosa sta succedendo nelle nostre isole, ma vogliamo collaborare con tutte le nazioni senza Stato del Mediterraneo e del mondo
in modo da avere una voce libera, senza filtri, che ci informi. Quindi noi ci stiamo muovendo in questa direzione per riprendere il filo della lotta, con rispetto per tutte le organizzazioni indipendentiste con le quali siamo sempre pronti a collaborare su battaglie comuni. Basta insulti, basta guerre interne, dobbiamo collaborare in varie forme. Quindi pensiamo che in questa fase storica dobbiamo intensificare i rapporti internazionali sempre di più e dare forza e corpo a questo progetto e collaborare. Per adesso ho finito. Grazie a tutti e speriamo di vederci dal vivo il più presto possibile. Grazie, grazie Simone, speriamo anche noi, grazie per il suo sostegno e poi accogliamo in maniera positiva l'andatura che ti hai presentato ultimamente e la collaborazione di un futuro, per esempio, tra i nostri organi di comunicazione. Nous allons maintenant céder la parole à Iker Elisalde, que vous connaissez bien également, qui participe fréquemment aux journades. Alors que nous votions pour les élections territoriales, nos amis basques du Nord, des Paraldés, eux, ne disposent pas d'une assemblée du Pays basque, mais ils étaient engagés dans un combat électoral, notamment au niveau des élections départementales. Et nous avons appris, en même temps que nous accueillons les résultats de notre élection, l'élection d'Iker, qui est un nouveau conseiller départemental. Alors, il est inscrit député sur la brochure. C'est peut-être prémonitoire d'une future élection au Parlement libre du Pays basque et réunifié, mais pour le moment, il est conseiller départemental. Cela atteste en tout cas d'une progression des idées abertzalées en Iparraldé. Je vous demande de le féliciter avant que de lui céder la parole pour nous présenter la situation dans son pays. On peut l'applaudir. La parole. Oui. Vous m'entendez là? Oui, très bien. Ouais, c'est bon? Ok. Très bien. Bon, je vous remercie. Souligner par rapport aux élections départementales, pour rebondir sur ce que disait Petro Anton, que le mouvement abertzale, le Pays basque, compte 7 cantons et nous avons été au second tour sur 7 des 12 cantons du Pays basque Nord. Et sur le canton sur lequel je m'étais présenté avec Annie Poveda, eh bien, nous avons, à la surprise, je dirais, un petit peu générale, même pour nous, remporté le scrutin face à la gauche ou l'autonomie gauche 64. Voilà, ça pour faire le point sur notre élection. Bon, moi, ça m'a fait aussi un petit peu amuser le fait qu'on m'ait hissé au titre de député, mais effectivement, c'est peut-être prémonitoire, peut-être pas moi, mais j'espère que lors des élections législatives de l'année prochaine, ce seront des élus abertzalais, nationalistes, qui seront élus, puisque le combat il se mène à toutes les échelles. Bon, tout d'abord, je souhaitais également vous faire part du plaisir qui est le mien et qui est le nôtre de participer à ces journées, même si nous regrettons de devoir le faire en vision du fait du contexte que vous avez rappelé et que vous connaissez. Effectivement, vous remercier pour cette invitation et également vous faire part qu'en ce moment, Euskal Gabai, le mouvement abertzale de gauche du Pays basque Nord, mène également ses universités sur 3 jours. Elles ont commencé hier avec un débat sur le féminisme. Ce matin ont eu lieu des échanges sur la feuille de route institutionnelle, un débat stratégique que nous souhaitons mener avant la fin de l'année. Et cet après-midi, au même moment où nous sommes en train de parler, il y a des ateliers et des débats sur le foncier et le logement. Voilà. Effectivement, tous ces dossiers, tous ces projets, pour la plupart, sont communs à nos peuples, toutes ces luttes. Et à ce titre, moi, je vais essayer de vous faire
de faire synthétiquement un petit point d'étape sur notre mouvement, sur le court terme, mais également des éléments qui nous amèneront à nous projeter un peu plus loin. Donc, 2022 pour notre mouvement Euskal Herria sera d'abord le moment de renouveler les instances de direction du mouvement, puisque nous avons décidé en 2018 que la direction serait renouvelée tous les 4 ans. Alors, ce serait un moment un petit peu spécial, puisque dans nos analyses, nous considérons que nous sommes en train d'arriver à la fin d'une phase politique qui avait commencé en 2011 avec l'annonce de la part de l'ETA de la fin de la lutte armée, qui a amené, entre autres, une première reconnaissance institutionnelle en Pays Basque Nord. Alors, pas du niveau que nous souhaitions, puisque notre revendication, la revendication majoritaire en Pays Basque Nord, au-delà même du mouvement Abertzale, était celui d'une collectivité territoriale à statut particulier. Mais en 2017, le 1er janvier 2017, avait vu pour la première fois un premier statut, celui de la communauté d'agglomération Pays Basque. Voilà. Comme l'a rappelé Petro Anton, nous sommes également dans un département bicéphale qui réunit le Pays Basque et également une partie de l'Occitanie avec le Béarn. Et donc là, il y a déjà on va dire, une lutte de compétences entre ces deux institutions pour permettre au Pays Basque d'accéder à un rang supérieur. Notre objectif à court, moyen terme est bien de poser les conditions d'une majorité, que ce soit dans les institutions, et notamment au sein des institutions qui représentent notre peuple, aujourd'hui, en Pays Basque Nord, que sont les mairies et également la communauté d'agglomération Pays Basque, puisque même si nous nous présentons à d'autres élections et également aux départementales, eh bien, le département dépasse les frontières, ou en tout cas le seul territoire du Pays Basque. Bien, nous en avons parlé, ou j'en ai parlé en propos au départ dans mes propos. Nous allons devoir nous adapter au contexte lié à cette pandémie. Et à ce titre, nous voyons deux directions, ou en tout cas 2 axes de travail très clairs. Le premier, il est lié à la gestion de la situation sanitaire, qui, à notre sens, a mis en exergue le manque de moyens dédiés aux hôpitaux, mais également plus largement aux services publics. Il nous semble que là, il y a une première, en tout cas, un premier axe de lutte à mener, et nous serons bien évidemment de tous les combats qui iront dans le sens de plus de santé et en tout cas plus de moyens pour la santé de nos peuples respectifs. Mais également, cette pandémie, elle doit nous amener à réfléchir à la nécessité d'un changement de société et de modèle politique pour que nos peuples puissent vivre dignement. À ce titre, il y a plusieurs sujets sur lesquels nous travaillons déjà depuis des années, mais que nous allons accentuer, que ce soit au niveau de la transition écologique, d'un point de vue économique, de lutte contre la précarité et les inégalités, et également la question des migrations. Là où j'habite, à Hendaye, il y a un fleuve qui commence à être malheureusement connu, qui s'appelle la Bidassoa, où depuis le début de l'année, il y a eu trois jeunes migrants qui sont décédés en essayant de passer ce qui est une frontière administrative imposée pour nous, puisque en fait, ce fleuve délimite l'espace entre le Pays Basque Nord et le Pays Basque Sud. Au final, pour nous, c'est plus
un pont, des ponts qu'il faut créer, ou en tout cas renforcer, et en tout cas, il ne représente que l'ensemble du Pays Basque, tout simplement. Pour nous, ce n'est pas une frontière, même si aujourd'hui elle est imposée par la France et par l'Espagne. Bon, en outre, ce qui ressort de ce premier axe de réflexion, c'est que nous avons besoin de plus de souveraineté, de plus de pouvoir local et de plus de pouvoir de décision. Et effectivement, toutes ces thématiques sont autant de terrains de lutte. On a évoqué brièvement les élections départementales. C'est également la fin d'un cycle électoral qui a vu ce cycle électoral avec les élections communautaires, les élections municipales, les élections départementales, les élections législatives en 2017, et bien la montée en puissance d'Euskal Herria, qui aujourd'hui est une réelle alternative à la droite et à la gauche jacobine en Pays Basque. Ensuite, un autre point des luttes qui pour nous ont un caractère, je dirais, structurel, bien évidemment, en premier lieu, la résolution du conflit, même si cette année nous sommes passés en dessous des 200 prisonniers politiques basques, il en reste encore 198 à libérer. Ce que l'on peut dire, avancer, c'est que nous avons quand même réussi, la mobilisation a réussi à faire bouger les États, alors pas complètement comme on l'aurait souhaité, mais aujourd'hui, pratiquement l'ensemble du collectif a été rapproché ou de prison en Pays Basque, ce qu'on n'avait pas vu depuis que la politique de dispersion et d'éloignement s'était mise en place, ou alors à moins de 400 km du Pays Basque. Et à souligner également, notamment dans l'État espagnol, l'évolution de grade. Jusqu'à présent, la plupart des prisonniers politiques basques étaient en grade 1, c'est-à-dire en isolement complet ou très fortement isolé. Et là, petit à petit, les grades sont en train d'évoluer. En ce qui concerne le Pays Basque Nord et l'État français, eh bien nous avons un enjeu particulier sur la libération de ce qu'on a nommé le commando Argala, qui était composé de 4 militaires du Pays Basque Nord. Txistor Arambour, qui a été libéré l'année dernière en liberté conditionnelle, mais il reste encore Yon Kepa, Yakesh et Unai. Donc cette année verra effectivement une montée en puissance dans la mobilisation et également une phase, ou en tout cas nous sommes une préparation d'une phase de mobilisation et peut-être de confrontation un peu plus importante à l'aube, ou en tout cas à l'aube du vote ou du choix de l'arrivée d'un nouvel exécutif dans l'État français à la présidence et au-delà d'une nouvelle équipe. Voilà. Deuxième point, et là je pense que nous sommes également sur des problématiques communes, le logement et le foncier. Je pense que, comme en Pays Basque, également en Corse, le Covid, ou en tout cas les confinements successifs qui ont eu lieu, ont accentué une situation qui était déjà tendue et qui n'en fait qu'accentuer une spéculation. Donc aujourd'hui, en conséquence, il y a de plus en plus de difficultés pour les locaux de se loger. Face à cela, nous avons déjà prévu une grande manifestation le 20 novembre, peut-être pour ceux ou celles qui ont suivi un petit peu l'actualité en Pays Basque depuis le début de l'année. Nous avons également effectué de nombreuses mobilisations, que ce soit des rassemblements, mais également nous sommes confrontés à certains promoteurs et agents immobiliers peu scrupuleux. Donc le 20 novembre, date importante
pour le Pays Basque Nord avec une mobilisation unitaire, il faut le souligner, puisque nous avons décidé d'ouvrir cette manifestation à d'autres forces politiques et également d'autres forces sociales. Mais à savoir qu'aujourd'hui, c'est quand même notre mouvement qui est à l'initiative de cette manifestation et de cette mobilisation qui ne cesse de croître. Voilà. Sur le logement et le foncier également, nous souhaitons placer ce problème dans des termes, comme je disais, structurels et également commencer à faire évoluer l'idée du statut de résident et de le placer au cœur des débats. Et également profiter pour montrer, tout à l'heure je parlais de la communauté d'agglomération Pays Basque, évidemment pour nous c'est un premier pas, voilà. C'est un pas qui a permis de reconnaître le territoire Pays Basque Nord, mais effectivement il est tout à fait insuffisant, et donc par cette problématique, nous souhaitons également montrer les limites du statut institutionnel qui est le nôtre aujourd'hui. Je voulais également vous faire part d'une lutte qui est en cours sur un village qui s'appelle Arbonne, où la mobilisation populaire a réussi à stopper la vente d'une maison avec autour d'elle 10 hectares de terres agricoles dont le prix avait été fixé à 3 200 000 euros. Grâce à la mobilisation, cette vente a été cassée. Maintenant, on espère qu'il sera possible, déjà dans un premier temps, de récupérer effectivement ces terres et qu'elles soient destinées à la production agricole, mais au-delà, à ce que la loi évolue et elle permette demain de pouvoir délier des lots sans forcément passer chez le notaire. Et enfin, troisième point, la situation de l'Euskara, mais je pense que c'est une question qui est la même pour l'ensemble des langues minorisées dans l'État français. Nous nous sommes vus l'année dernière refuser de la part du gouvernement l'ouverture de nouvelles classes en immersion avec un risque de retour en arrière. Cela, c'était avant que la loi Molac ne soit adoptée. Et donc là, il y avait eu déjà une certaine émotion de l'ensemble de la société basque, autant au niveau des élus que des agents qui travaillent dans cette politique. Et effectivement, alors dans un premier temps, on avait pu se réjouir de l'adoption de la loi Molac, ou dite Molac, mais malgré tout, la décision d'abord du gouvernement de porter un recours à cette loi et bien le verdict, en tout cas le rendu du Conseil constitutionnel, nous place aujourd'hui dans une précarité juridique, nous place en tout cas le système immersif, qu'il soit dans l'école publique ou dans le système associatif, que ce soit dans les ICASTOLA au travers de chez HK ou même dans les filières privées, eh bien, dans une précarité juridique, et nous laisse un petit peu au bon vouloir des décideurs de demain, puisque il place plus ou moins le système immersif hors la loi. Donc, ça va nous mener, cette situation mène en tout cas à renforcer le climat ou l'envie de se mobiliser sur cette question. Et aujourd'hui, le gouvernement Macron a réussi ce que personne n'avait réussi auparavant, c'est-à-dire à unir l'ensemble des filières d'enseignement en langue basque. C'est inédit, mais voilà, ils ont réussi aujourd'hui ce que nous n'avions pas réussi tout seul chez nous. Et du coup, eh bien, la volonté, ou en tout cas le besoin d'officialisation de la langue basque sont renforcés de cette situation.
Et enfin, je terminerai sur ça. Nous sommes en train d'impulser un débat interne. Comme je le disais, pour nous, une phase est en train de se terminer, une nouvelle phase s'ouvre. Et donc, nous allons mener un débat interne sur deux axes. Un à court terme, j'ai envie de dire, qui est issu de débats que nous avons eus, notamment en juin 2020, suite aux élections municipales et communautaires, où il y a eu des divergences importantes sur le fait de présenter un candidat à la présidence de la communauté d'agglomération Pays Basque. Bon, là, un point. Et également, nous avons eu un débat à l'automne dernier sur le fait de réaliser des alliances, ou en tout cas des candidatures pour les départementales avec d'autres forces politiques. Bon, ce qui nous amène aujourd'hui à accélérer un petit peu les choses, puisque nous souhaitons définir une feuille de route institutionnelle pour définir quoi, comment et avec qui. Avec qui nous souhaitons construire des majorités en Pays Basque Nord. Et ensuite, un processus qui va être un peu plus long. Alors, on a appelé ça les assises du mouvement Abertzale. La feuille de route institutionnelle dont je vous parlais, c'est quelque chose qui va être porté exclusivement par Euskal Herria Bai, par EH Bai. Par contre, les assises, nous souhaitons que ce soit un moment qui intègre l'ensemble des composantes du mouvement Abertzale, puisque l'enjeu, là, il va être de faire un bilan pour pouvoir se projeter et définir ce que nous souhaitons, ou en tout cas, où est-ce que nous souhaitons être dans les 10-15 prochaines années, que ce soit au niveau institutionnel, que ce soit au niveau des écoles en immersion, que ce soit au niveau des médias, enfin, tout ce qui fait la force du mouvement Abertzale. Et enfin, nous allons terminer, ou en tout cas nous sommes en pleine préparation également du congrès dont je vous parlais en début, qui verra une nouvelle direction être élue et qui aura à gérer l'ensemble des points que je viens de vous exposer. Voilà. Miesker, grazie. Ringraziati, grazie Iker per questa intervenzione. Merci pour cette intervention riche qui fait, d'ailleurs tu l'as toi-même signalé à différentes reprises, écho avec un certain nombre de sujets qui sont extrêmement prégnants en Corse et de mobilisation. Tu as parlé de la question sanitaire. C'est vrai que ce matin, en ce lieu, nous avions un débat autour de la question de la création d'un centre hospitalier universitaire, un CHU en Corse, qui est le seul territoire sous domination française à ne pas en bénéficier. Et ça rejoint cette idée du combat pour le droit à la santé, à laquelle tu faisais référence, le combat pour le logement et le foncier, avec la proposition du statut de résident dont tu parlais, que nous avons porté comme un prélude à une citoyenneté corse, mais aussi à la nécessité de s'opposer par une action de terrain, comme ça peut être le cas en Pays Basque, comme tu l'as mentionné, et comme il sera certainement nécessaire de se remobiliser en Corse pour faire obstacle et pour faire échec à un certain nombre de phénomènes spéculatifs. Puis je retiens aussi un propos plus général. Tu as parlé de fin de cycle, peut-être de phase nouvelle de confrontation. Il y a eu des initiatives pour alimenter un processus politique, et en Corse comme en Pays Basque, ces initiatives, eh bien, elles n'étaient pas non plus un acte ou une philosophie de reniement du combat national. Et donc, face à des réactions ou face à l'absence de dialogue politique au fond vis-à-vis des États de tutelle actuels, en tout cas des États sur lesquels nos peuples sont pour l'heure sous domination, eh bien, il peut y avoir la nécessité de réajuster et de réactualiser le combat dans des phases de rapport de force politique afin d'obtenir
ce qui est le cœur de notre combat, la reconquête de nos droits nationaux. Tu le disais, hein, les petits pas ou les premiers pas institutionnels qui peuvent être faits. Nous avons pu en acter les uns et les autres la nécessité est temporaire, mais en tout cas, ce ne sera jamais pour nous le bout du chemin. Et que ce soit la revendication de collectivités basques ou en tout cas pour nous un certain nombre de statuts politiques qui ont été des étapes, ça ne sont que des étapes dans un cadre plus large de dévolution politique. Voilà. Il y aurait peut-être beaucoup de choses à dire si Josépha souhaite intervenir après moi, mais en tout cas, moi, c'est ce que je retiens à la suite de cette intervention qui est quand même largement convergente malgré des réalités un petit peu différentes avec ce que l'on peut aujourd'hui connaître en Corse. Oui, effectivement, Pedranto a tout dit. Merci, Claire. C'est vrai que beaucoup de choses se sont inscrites en résonance, même si les situations ne sont pas effectivement tout à fait identiques en différents points, mais c'est vrai qu'on s'est beaucoup retrouvés. Alors, il y a effectivement le combat du foncier et du logement, la question sanitaire, la question de la langue et de l'enseignement immersif, la langue dans la société et la langue à l'école. Et ça, c'est vrai que nous allons avoir des combats à mener sur ces questions-là aussi. Et puis la nécessité de réajuster nos moyens de lutte, nos engagements. Et un maître mot qui est revenu plusieurs fois dans ton propos et qui revient souvent dans le nôtre aussi, c'est celui de la nécessité de la mobilisation, une mobilisation qui devra se traduire également sur le terrain au quotidien et notamment sur la question du foncier, notamment sur la question de la langue et sur celle de la santé. Et très certainement que chacun dans notre pays respectif, mais pourquoi pas aussi ensemble sur différents sujets, je crois que beaucoup de temps de mobilisation s'ouvre devant nous. Alors peut-être pour poursuivre notre débat, nous allons désormais nous tourner vers la Kabylie avec nos excuses aux représentants du MAC. Je vous annonçais Axel Améziane. Alors c'est peut-être je sais qu'on a une vidéo aussi qui doit être diffusée sur la situation en Kabylie. Cela explique peut-être cette erreur dans l'identification des participants. On m'indique que c'est Zidane Lavdal, qui est le premier ministre du gouvernement provisoire kabyle, qui doit s'exprimer, mais je crois qu'avant ça, je regarde Alain Simone, nous avons la diffusion d'une vidéo consacrée à la situation en Kabylie et immédiatement après la diffusion de celle-ci, nous céderons la parole à Zidane Lavdal. Donc, je regarde la technique pour le lancement de cette vidéo. Bonjour. Le mouvement pour l'autodétermination de l'Afrique du Sud, le MAC, est un mouvement d'essence démocratique arraché par le combat politique à un référendum pour l'autodétermination. La Kabylie a toujours gardé en mémoire les crimes commis contre elle. Les 1960 lourds et puis volonté son pouvoir et les méthodes colonialistes envers ses habitants, sa langue, son identité. Donc, c'est facile à se considérer comme des sous-citoyens sur leur propre terre. Provoquer l'insuffisance, torturer et assassiner. Le MAC a vu le jour en 2020, sous l'impulsion du président Barak, suite à la répression sanglante du régime algérien contre les Juifs. Lui, statut de l'autonomie est passé au statut de l'autonomie. En 2017, le gouvernement provisoire adhère à l'Organisation des Nations Unies. Toujours en 2017, Nasser a déposé le siège des Nations Unies. Le gouvernement des Mexicains a mis en place plusieurs projets dans la création du Parlement, du Conseil économique, social, environnemental. Il a avancé le référendum
ces réalisations, le gouvernement a resté. La répression réalisant du Macabé a commencé et s'est accélérée depuis après les grandes marches en faveur du Macabé. Mais depuis 2019, la politique de la fermeté est mise en exécution. Elle répond à l'agenda du projet zéro tête, par des officiels On le constate par le changement brutal d'environnement social et politique en fait. Les symboles d'Akabi sont diabolisés et neutralisés. Les militants passent le marqueur est imposé à tous les peuples. Qu'ils soient marqués ou non. De l'arrestation arbitraire, c'est judiciaire. Tout en vue, le Grand Conseil de sécurité algérien classé de marque comme organisation terroriste. Par le fait non légitime tout abus et atteinte aux droits humains. Le régime algérien terrorise la Kabylie par ses brigades, surtout par ses agressions. Elle a causé par des incendies criminels avant plus de 200 personnes. Et la destruction de centaines de maisons et plus de 40% de ces forêts. Elle a même refusé des aides étrangères. Le régime algérien terrorise la Kabylie par ses manipulations Kabylie, en perpétuant des assassinats, l'objectif afin de monter les uns contre les autres. Le régime terrorise par le sabotage sanitaire, des malades de la Covid, par l'intention et le blocage du matériel militaire payé par les citoyens, par des élans de soldats. Présentement, il y a des centaines de militants qui trouvent arbitrairement. Quoi qu'il en soit, le pouvoir algérien, son armée et sa gendarmerie sont les seuls responsables de MAC demande une enquête internationale sur ce sujet. La reconnaissance par la communauté. L'application du droit à l'autodetermination. Merci. Après la diffusion de cette vidéo préenregistrée, c'est dans la parole à Zidane Lavdal, qui est donc le Premier ministre du gouvernement provisoire kabyle. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, honorable assistance, bonjour. D'abord, au nom du peuple kabyle, au nom du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, au nom du gouvernement provisoire kabyle, à leur tête, M. Ferhat Mehini, que je remplace aujourd'hui, nous vous remercions pour avoir invité la Kabylie à votre journée et nous donner une tribune au peuple kabyle pour s'exprimer et exprimer sa voix sur la scène internationale. Le président Ferhat Mehini s'excuse de ne pas pouvoir assister à cette journée, agenda très chargé, notamment avec la situation gravissime en Kabylie. Néanmoins, il salue tous les présents ici et remercie particulièrement M. Jean-Guy Talamouni pour son invitation. Nous saisissons cette occasion pour rendre hommage à un jeune Corse d'origine kabyle qui s'appelle Arzqi Gabriel Maouj, qui faisait partie des soldats qui ont libéré la ville de Bastia du joug nazi en 1943. Nous saluons également son épouse Daniela qui symbolise les relations kabylo-corse. Nous saluons la Corse et le peuple corse pour tous les progrès accomplis durant toutes ces années de lutte. Nous espérons de même pour la Kabylie et le peuple kabyle de suivre le même chemin vers sa libération. Comme vous le savez, la Kabylie vit en ce moment une période la plus grave de son histoire.
Après avoir libéré l'Algérie du colonialisme français, la Kabylie est tombée en 1962 dans un autre colonialisme plus abject, celui de l'Algérie coloniale arabo-islamiste. Depuis la fausse indépendance de 1962, la Kabylie souffre le martyre du pouvoir colonial algérien. Dès l'indépendance en 1963, de 1963 à 1965, une guerre a eu lieu entre l'Algérie et la Kabylie qui s'est soldée avec la mort de 500 morts des combattants kabyles contre l'armée des frontières qui n'ont pas tiré une cartouche pendant la guerre de libération. Nos étudiants sont emprisonnés en 1980, ce qu'on appelle le printemps kabyle, de avril 1980, où nous assistons à une centaine de détenus, emprisonnement de nos étudiants et surtout la violation de nos étudiantes, même dans l'intérieur des enceintes universitaires. Aussi, tout le monde se rappelle du printemps noir où nous avons eu 128 morts de jeunes kabyles contre le pouvoir colonial algérien et principalement la gendarmerie. Nous avons assisté aussi, la Kabylie a vécu aussi donc à l'assassinat de toute sa substance intellectuelle pendant toute la décennie noire, pendant le terrorisme colonial algérien et islamiste. Nous avons assisté aussi cet été, je pense que vous êtes tous au courant, de la tentative de génocide de l'été 2021 de la Kabylie par le pouvoir colonial algérien à partir via les incendies criminels qui s'est soldé par la mort de 216 Kabyles brûlés vifs et surtout tentative de salir la Kabylie et ses mouvements politiques pacifistes en les classant d'organisations terroristes dans le MAC dont je fais partie. Et aussi, suite à l'arrestation massive de centaines de militants du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie quotidienne, le but étant de traquer tous les militants kabyles à l'étranger et éviter toute tentative de sympathie, de soutien à la Kabylie à l'étranger. La Kabylie qui commence à comprendre de plus en plus que la seule solution réside dans son indépendance. Le pouvoir colonial algérien, pris de panique, il déclare la guerre contre la Kabylie, en la déclarant officiellement dans ses médias officiels comme étant une région terroriste. Oui, messieurs, dames, l'Algérie classe maintenant la Kabylie comme étant une région terroriste. Tous les militants politiques kabyles sont considérés comme des terroristes, qu'ils soient écrivains, qu'ils soient journalistes, qu'ils soient artistes, qu'ils soient simples militants, qu'ils soient cadres politiques, tout le monde est logé à la même enseigne, à savoir, il est déclaré terroriste. Et c'est pour ça que quotidiennement, tous les militants kabyles, tous les intellectuels kabyles sont arrêtés quotidiennement, arbitrairement, et sont incarcérés sans justice, sans preuve, dans les geôles algériennes. Pour arriver à ce stade-là, il a procédé auparavant à changer son code pénal en classant, en classifiant, il a revu la définition des terroristes, à savoir tout opposant politique, toute opposition politique est synonyme du terrorisme. C'est le code pénal algérien qui dit ça. Pour mieux mettre le peuple kabyle ou bien le pays algérien en guerre civile entre les Algériens et le peuple kabyle, il accuse la Kabylie d'être en collusion et en intelligence avec le Maroc et Israël. Le pouvoir colonial algérien a brûlé cet été les 2/3 de la Kabylie, avec des incendies criminels déclenchés à partir des hélicoptères militaires, en lançant des capsules de phosphore blanc.
les incendies criminels de cet été ont provoqué la mort de 216 morts, des citoyens kabyles piégés par les feux. Il s'agit là d'une tentative de génocide, sans oublier les milliers de morts du Covid qu'il a laissé mourir sans apporter aucune assistance à un peuple en danger. Et aussi, il a empêché, voire détourné l'oxygène nécessaire pour les réanimations des malades du Covid. Cet oxygène qui a été fourni par la solidarité du peuple kabyle dans la diaspora kabyle en France et en Amérique du Nord. Donc, il y a eu une directive présidentielle empêchant l'envoi de cette solidarité de la diaspora vers le peuple kabyle. À ce titre, nous souhaitons par le biais de votre forum et cette honorable assistance de dénoncer avec nous la répression politique contre tous les mouvements pacifiques kabyles, dont le MAK, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Nous souhaitons aussi que vous puissiez condamner aussi la mise à mort du peuple kabyle par le pouvoir algérien, par le refus délibéré d'éteindre les incendies et d'acheminer une aide médicale aux malades du Covid. Nous demandons aussi une enquête internationale sur les causes, les auteurs et les commanditaires des incendies et de l'assassinat du jeune Algérien Djamel Ben Ismaïl en Kabylie. Devant même le commissariat de police de la ville d'Arba'ana Thérathène et à l'intérieur même du véhicule de police, l'assassinat qui a été effectué par le personnel des services algériens et même de la police algérienne. Sachant que le pouvoir voulant salir la Kabylie, il a essayé d'endosser cet assassinat et ces incendies aux militants de la pacifique de la Kabylie. Nous souhaitons aussi que vous puissiez appuyer la plainte qui sera déposée à la Cour pénale internationale imminemment, donc le dépôt est imminent, contre les premiers responsables algériens, à savoir le président de l'Algérie, Abdelmadjid Tebboune, et le chef d'état-major, Saïd Chingriha. Comme l'a fait le Maroc ces derniers jours, et aussi nous puissions que votre forum puisse reconnaître aussi, ou aider à reconnaître à travers le monde, à travers la communauté internationale, au peuple kabyle son droit à l'autodétermination. Nous souhaitons aussi, dans ce cadre-là, le droit légitime du peuple kabyle à son autodétermination, aussi d'appuyer, d'aider l'organisation du référendum du peuple kabyle à son autodétermination qui est en cours en ce moment. Et je vous remercie beaucoup. Merci à Zidane Navdal pour son intervention qui a pu à la fois être entendue dans cet amphithéâtre de Corte et en Corse, mais également plus largement puisqu'elle est retransmise sur les réseaux sociaux en direct. Nous sommes heureux de revoir, d'accueillir le MAK dans le cadre de nos débats. Ça faisait quelques années que cela n'avait pas été possible, même si nous constatons aujourd'hui combien la situation et la confrontation a pu prendre une autre tournure et compris parfois s'aggraver ces dernières années avec une montée en puissance des revendications politiques, notamment autour du référendum d'autodétermination. En tout cas, Corsica Libera, les militants présents, apportent aujourd'hui tout leur soutien au mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie et au gouvernement provisoire que vous représentez aujourd'hui. Et nous resterons évidemment en contact dans les semaines et les mois qui viennent pour consolider cette solidarité entre nos deux peuples qui sont à la fois des nations sans État et qui ont en commun d'être des nations sans État de Méditerranée. Et cette solidarité, elle est une solidarité sincère et réelle qui est déjà ancienne
et qui a vocation à se perpétuer. Merci en tout cas encore pour votre témoignage et pour votre intervention. Nous devions céder la parole à Michael Forest, membre du FLNKS et membre du gouvernement kanak, qui, sauf si les choses ont été corrigées depuis, n'a pas pu nous rejoindre en visioconférence. Il faut dire que nous avons des problèmes de connexion avec la Kanaki et un décalage horaire relativement important, qui est un décalage horaire de 9 heures. Donc, nous sommes actuellement en pleine nuit en Kanaki, mais nous aurons un témoignage de la part du FLNKS et donc au titre également du gouvernement kanak qui va nous être retransmis. Vous savez que dans quelques mois, les Kanaks auront l'occasion de s'exprimer une fois encore dans le cadre d'un référendum d'indépendance, d'un référendum d'autodétermination. Corsica Libre a eu l'occasion de soutenir, y compris par sa présence. Je vois Jean-Marc Rodriguez et Fanfan Benedetti, Alain Moscogne aussi étaient présents sur place lors de précédents référendums. Et nous allons bien sûr, cette fois encore, apporter notre soutien au peuple kanak dans le cadre d'un référendum tout à fait officiel, dans le cadre de l'État français, et qui peut conduire à la pleine souveraineté de la Kanaki. Et donc, nous suivons évidemment ces débats avec un grand intérêt. Et je vous demande donc d'écouter, dans le cadre, non pas d'une intervention spontanée, mais d'une vidéo enregistrée, Michael Forest, donc au titre du FLNKS. Alors là, je crois qu'on n'est pas sur la bonne... Voilà. Bonjour, bonjour à toute la famille Corsica, tous les responsables du militant de Corsica libéral, mais aussi les mouvements frères du Pays Basque, de la Catalogne et de toute l'Europe. Il est convenu depuis plusieurs années déjà. Nous devrions être réunis ensemble à Corté, mais la crise sanitaire mondiale un peu nos différents travaux, nos différents programmes politiques, mais ça ne doit pas nous empêcher de devoir prendre des mesures ou en tous les cas consolider nos liens de solidarité à travers notamment le numérique. Et c'est à travers cette petite vidéo qu'on a voulu nous réaffirmer notre soutien et notre volonté de pouvoir continuer à travailler ensemble sur différents secteurs, sur différents niveaux, pour faire en sorte que, d'une part, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes soit effectif. Je rappelle que l'Assemblée générale des Nations unies a voté en décembre 2020 la 4e décennie pour l'élimination du communisme dans le monde, et d'autre part, de pouvoir inscrire nos peuples respectifs dans une dynamique pour amener des perspectives sincères, transparentes à notre peuple sur la base des différents enjeux actuels pour notre planète, l'enjeu sanitaire, l'enjeu climatique, aussi tous les éléments qui constituent un peuple ou en tous les cas un pays en devenir. Et nous avons clôturé dans quelques mois 30 ans d'accord, notamment Matignon et Nouméa. Effectivement, en tant que peuple de la Malaisie, nous avons aussi vocation à reconstruire nos liens avec les mouvements de solidarité, comme Corsica Libera, comme Chebaïbi, comme l'ensemble des mouvements frères, mais aussi concrètement faire en sorte que toute la dynamique, tout le potentiel économique qu'on a pu développer depuis Matignon puisse trouver une perspective pour continuer à construire un cadre qui va offrir un avenir prospère à nos enfants. D'abord, que nous voulons aussi construire avec l'Union européenne. Je saisis l'opportunité, encore une fois, pour remercier le soutien politique de Corsica Libera, mais aussi les différents députés européens, basques et catalans qui soutiennent et qui accompagnent aussi quelque part la fin de l'accord de l'Union, puisque la France est une puissance de tutelle, mais aussi une puissance de l'Union européenne. Il y a beaucoup de sujets qui sont sur la table, il y a beaucoup de points qui restent à travailler pour faire en sorte que
Kanaki ne peut être ni puisse être une réalité dans les prochains mois. En tous les cas, avant de terminer, peut-être aussi pour réaffirmer notre totale disponibilité, disposition pour continuer à partager l'expérience d'un processus moderne et innovant qui est l'accord lunaire, avec ses difficultés, ses faiblesses, mais aussi ses atouts. Et en tous les cas, qui vont vous permettre, vous, au peuple frère, d'avoir encore une fois plusieurs éléments tangibles qui pourront vous aider demain dans l'action, au travail avec la puissance de tutelle, mais aussi sur les différentes opportunités juridiques, techniques que vous pourrez développer à votre niveau pour faire en sorte que la lutte puisse continuer à s'inscrire dans une perspective concrète sur la base notamment des textes adoptés par le comité spécial de décolonisation et la 4e commission des Nations Unies en charge des questions de politique spéciale et de décolonisation, mais aussi sur d'autres niveaux sur la planète sur lesquels les Français sont déjà engagés pour tout à fait porter aussi haute voix. En tous les cas, au niveau du pays, nous avons, c'est vrai, une majorité au Sénat, au niveau du Congrès, au niveau du gouvernement indépendantiste. La réalité, c'est que la sortie de l'accord de Nouméa doit faire en sorte que l'ensemble de la population concernée puisse s'inscrire en toute sincérité dans le cadre d'un pays indépendant et souverain. Donc voilà, chers frères, chers amis, au nom de la famille ici en Kanaki, quelques petits mots pour accompagner l'espace petit qui a été proposé par Corsica Libera, que je salue et je remercie encore une fois. Passez une très bonne journée. La lutte continue contre le Covid, mais la lutte continue surtout pour la pleine souveraineté et l'indépendance politique. Remercions Michael Forest, malheureusement à distance, à la fois pour l'intervention et pour cette conclusion qu'on ne peut que partager. Et nous suivrons avec attention ce qui va se passer en Kanaki dans les prochains mois, comme nous avons suivi les 2 premiers référendums, avec aujourd'hui un peuple qui s'est déjà prononcé à près de 50% pour la pleine souveraineté, pour l'indépendance. Donc ce peuple est, quoi qu'il arrive dans les prochaines semaines, en route pour prendre en main son destin. Alors, nous allons retrouver un autre peuple, une autre nation sans État qui a voté dans le cadre de référendum d'autodétermination, en tout cas qui a tenté de le faire, non pas dans un cadre qui avait été négocié, mais dans un cadre unilatéral, ce qui avait d'ailleurs eu pour effet une forte répression de l'État espagnol. Je veux parler de la Catalogne, dont nous avons suivi le processus pas à pas depuis maintenant plusieurs années. Alors, nous allons retrouver là encore des habitués des journaux internationales, et d'abord sous forme de messages enregistrés, avec les déclarations de Giuseppe André, le maire de Montblanc et porte-parole des indépendantistes d'Esquerra, qui était présent au Journal d'Igorti en 2019. L'intervention de Jaume Marfani, vice-président de l'ANC, qui était présent à Corti en 2015, d'Elisenda Paluzzi, présidente de l'ANC, l'Assemblée nationale de Catalunya, présente en 2009 et 2019, et de Montserrat Puigdemont, la sœur du président Carles Puigdemont en exil, qui était elle-même présente en 2019, et puis seront présents par l'intermédiaire de la visioconférence et en direct Aurora Madoula, députée de Junts per Catalunya, le parti du président Puigdemont, et Conchita Bosch, que vous connaissez bien et qui est une habituée des journées internationales. Alors, avant de céder la parole à Aurora Madoula et Conchita Bosch pour faire un point sur la situation en Catalogne et l'évolution du processus politique, nous allons d'abord visionner les interventions des autres intervenants, des autres participants plutôt, des 4 autres donc, délégués catalans qui interviennent aujourd'hui dans le cadre de cette journée. de Catalunya, fareu una cordial salutació. Tal com vaig dir quan vau convidar
som i serem una peça fonamental perquè som la primera administració del país. Cal fer feina en totes les esferes, sobretot a les assemblees nacionals, al vostre Parlament. Però també per avançar és imprescindible la força de les institucions que estan en el primer lloc d'atenció als ciutadans. Per avançar es necessiten que tinguem ajuntaments independentistes a totes les institucions. Una gran salutació, que tingueu molts èxits. Des del Principat de Catalunya, Països Catalans, una salutació solidària en aquest inici de la Giornata Internazionale di Corpi. Scuso per non aver potuto parlare in lingua corsa a Faraggio in catalano. L'agost de 2015 vaig tenir l'honor de ser convidat en el que eren les 35enes Jornades Internacionals i vaig participar en els debats. Concretament en el d'autodeterminació a Escòcia i a Catalunya, de la creació de nous estats a Europa. L'experiència va ser extraordinària, tant de la participació en el debat com de compartir les jornades amb tots nosaltres. L'estada que vaig poder compartir amb tota la gent convidada a aquestes jornades. Fa 5 anys Catalunya avançava com passos de gegant cap a la independència. Vam estar ben a punt d'aconseguir-la l'octubre de 2017. Les coses, per diverses causes, no van acabar de sortir com esperàvem. La repressió ferotge i venjativa de l'estat sobre el poble que des de llavors i no s'atura. Presos polítics, exiliats, entre ells el president legítim, Carles Puigdemont, i més de 3.500 represaliats. La repressió és totalment transversal. Afecta els joves i gent gran, a càrrecs electes, alcaldes, activistes, fins i tot a la mesa del Parlament. Una triple repressió política, judicial i també que condemna els servidors del poble. Per lluita, però, continua. Està més fort que mai, decidit i disposat a aconseguir l'independentisme català comparteix moltes coses amb l'independentisme rus. Catalunya, els països catalans, van ser annexionats a la Gran Castella, l'estat espanyol, el 1714. L'independent de Gènova des del 1729 va ser annexionada a França el 1768. Des de llavors, amb dos nacionalismes, el català i el rus, hem lluitat per aconseguir la llibertat nacional i també la justícia social. La Costa es va iniciar un cert canvi polític. L'alliberament nacional anunciava la fi de la lluita armada. El publicà política força van afirmar construir una força política capaç de governar Còrsega i conduir el país cap a la independència. Us desitgem un gran èxit en aquestes jornades. No referim la lluita pot ser llarga, però l'espera de la victòria ens portarà tots els Catalunya a formar part d'unes lliures i sobiranes que recentment al front de llibertat. Els francesos que pensen que la terra és casa seva, el nostre encara no és. Independència. l'Assemblea Nacional Catalana. És un plaer enviar-vos una salutació des de Catalunya a tots els cònsols i en particular a Còrsega Libera i als col·lectius que organitzeu les Jornades Internacionals de Corpus. Au nom de l'Assemblée nationale catalane qui vient de manifester à nouveau dans les rues de Barcelone de façon massive pour l'indépendance de la Catalogne,
C'est un plaisir de vous adresser une salutation, de vous accompagner une salutation fraternelle, tous amis de Corsica Libera et les autres qui organisent chaque année les Giornate Internazionali di Corti. J'espère pouvoir vous accompagner en personne l'année prochaine. Saluti. Han passat moltes coses des que vaig tenir el plaer d'acompanyar-vos, però el record d'aquelles jornades és ben present. L'agermanament entre els pobles ha de ser la força per fer créixer, per enfortir i per cohesionar el món. L'agermanament dels pobles és això. Espero que vagin molt bé les vostres jornades internacionals, que sigui un bon espai de debat, per compartir idees i per compartir lluites. Així que crec que molt bona feina. Molt bona jornada. Ringraziamo l'amico Catalani per questi messaggi e diamo la parola a Aurora Madulla, che è deputata di Junts per Catalunya. Avete la parola. Bona tarda des de Catalunya, amics de l'illa de Còrsega i especialment els organitzadors d'aquestes jornades internacionals de Corti. Bonjour, je suis Aurora Madaula, députée et deuxième secrétaire du Parlement de la Catalogne avec Junts per Catalunya, le parti politique lidéré par le président à l'exil Carles Puigdemont. Je voulais faire une reconnaissance à tout l'indépendantisme corse pour ses persistances en sa lutte pour la libération nationale en face au gouvernement de Paris et une félicitation pour toute l'organisation qui m'a invité à participer dans cette journée. Je vous remercie le support que l'indépendantisme corse nous a donné aux Catalans, spécialement surtout ces dernières années où la Catalogne a subi la répression de l'État espagnol, mais spécialement après le référendum du 1er d'octobre. Pour nous, le 1er d'octobre, c'est le momentum de notre procès de libération nationale et un exemple de l'autodétermination est un processus politique irréversible. C'est un processus politique irréversible. Pourquoi l'IDC? C'est important à considérer que l'octobre de 2017, une majorité indépendantiste qui se présente dans les rues, mais aussi dans les institutions catalanes comme le Parlement et le gouvernement, ils sont qui a décidé de mettre en place un référendum d'autodétermination parce que l'État espagnol, le gouvernement espagnol, il fait la narration de donner la parole dans le peuple catalan. La majorité indépendantiste a organisé un référendum qui a possibilité que toutes les personnes qui ne sont pas partidaires de l'indépendance pouvaient voter. Bien que nous ayons une majorité pour l'indépendance dans les institutions depuis 2017, nous ne devons pas oublier que maintenant, la Catalogne est dans une situation de répression politique et sociale de l'indépendantisme. C'est pour cette raison qu'après avoir gagné un référendum sur l'indépendance et obtenu une majorité absolue en faveur de l'indépendance dans les institutions, nous avons l'obligation de poursuivre les processus de libération légitimés démocratiquement par les urnes, jusqu'à que nous soyons libres. Mais il est vrai que la répression espagnole, c'est vrai. Il fait partie du processus, c'est-à-dire nous avons un gouvernement en pression et nous avons un gouvernement en exil maintenant. Comme il y a 3000 personnes
qui sont imputés est en péril du personne dû à la personne pour la participation dans les mobilisations permanentes de l'indépendantisme, seulement pour être indépendantiste. Nous avons la majorité sociale dans les institutions, mais c'est aussi vrai qu'il y a deux stratégies pour finir le conflit avec l'Espagne. C'est important de remarquer que tous les mouvements indépendantistes partiraient de la négociation. La négociation, mais non seulement le dialogue, mais la différence de stratégie est basée sur en quelles conditions nous arrivons à la résolution de la conflit de notre nation. Alors, je suis partidaire de la négociation. Nous sommes, mais négociation avec confrontation démocratique et à cette fin, une coordination avec le Conseil pour la République catalane en exil est absolument nécessaire. Le Conseil pour la République, institution républicaine née du résultat du référendum de l'octobre de 2017, le Conseil pour la République est présidé par le président de l'exil, prend les poursuites de la confrontation comme moyen d'oppression sur l'État espagnol, tout en proposant le déploiement de la République gagnée dans les urnes à travers d'une institution républicaine parallèle et de la désobéissance civile non violente. En tenant compte de la nature non démocratique de l'État espagnol, nous comprenons que notre processus de libération ne peut pas être achevé uniquement avec la majorité démocratique dans les institutions, c'est vrai, mais aussi avec un processus de mobilisation permanente. Ce processus est sûrement un processus de moyenne durée en termes historiques, un processus de moyenne durée, mais il est également nécessaire de se rappeler qu'il ne s'agit pas d'un processus de révolte, mais de révolution. Parce que je pense que le processus de libération nationale de 20 ans cycle ne peut être pas que de révolution. Une révolution capable d'améliorer les systèmes démocratiques et de façonner des États modernes et égalitaires. La lutte pour la liberté du peuple n'est pas seulement un projet politique, mais un projet social. Nous représentons une version alternative, un approfondissement des valeurs démocratiques et une remise en question des grands États-nations libéraux nés au fin du XIXe siècle. La lutte pour la liberté du peuple, et plus particulièrement la lutte, en notre cas, la lutte pour l'indépendance de la Catalogne, est la seule solution, la seule issue pour le respect des valeurs démocratiques et des droits civils et politiques des Catalans, mais aussi la seule solution pour la survie de notre langue et de notre culture, le fondement de notre nation, qui est constamment violé par l'État espagnol. L'organisation de l'Espagne comme un État fortement centralisé, monolingue et à base ethnique est un danger pour la survie des nations culturellement différentes du castillan. Et je pense que c'est la même situation pour de nombreux peuples prisonniers dans les États-nations qui composent l'Europe d'aujourd'hui. Une future Europe doit être capable de représenter les minorités nationales et de garantir tous les droits des citoyens. Malheureusement, seule une Europe des peuples peut garantir la liberté et le respect des minorités nationales.
Bé, alors, merci beaucoup a tu. Moltes gràcies, mil gràcies a tothom per haver-me convidat. Espero que puguem compartir les estratègies de ruptura democràtica per poder aconseguir la llibertat de tots els nostres pobles. Moltes gràcies. Merci beaucoup. Grazie assai per questo testimonio e ma forse a proporre una parola di nuovo a Concita Bosco che è con noi in visioconferenza e che porterà forse in un altro testimonio, un altro messaggio da Catalogna. Donc Concita, si tu nous entends, tu as la parole. Ça va? Oui. Très bien. Salut à tous. Je vais remercier Corsica Libera pour nous inviter à cette édition très spéciale des Journées internationales de Corte. Ensemble, pendant beaucoup d'années, nous avons vécu et partagé des moments transcendantaux dans l'histoire de nos pays. Nous sommes fiers de la relation avec vous. D'abord, avec Aconcolta, puis avec Corsica Nazione et maintenant avec Corsica Libera. Nous avons travaillé ensemble sur de nombreuses initiatives communes. Nous avons travaillé pour la liberté des prisonniers politiques corses. Nous avons participé à conférences internationales en Catalogne et ensemble, nous avons créé l'association Corsica Catalunya, promue par le patriote corse catalan Robert Estivalis. Nous tenons à vous remercier pour votre solidarité avec la Catalogne ces dernières années. Merci d'avoir participé en tant qu'observateur international. Pendant les consultations de 2009 et 2011, pendant la consulte du 9 de novembre de 2014 et au référendum officiel du 1er octobre. Nous voulons remercier tout particulièrement Jean-Guy Talamoni en tant que président de l'Assemblée de Corse pour sa reconnaissance officielle de la République catalane et plus tard pour sa déclaration publique pour la liberté des prisonniers politiques et exilés. Merci pour votre soutien. La Catalogne et la Corse vivent des temps très complexes. Nous sommes dans une phase de régression de liberté et d'une grande offensive de l'État pour renverser l'indépendance. Comme a dit Aurora, nous avons en ce moment tous les exilés et après, nous avons plus de 3500 personnes qui sont imputées et victimes de la répression. Le plus grave de tout cela, c'est que cet objectif est partagé par l'autonomisme, qui agit comme une troupe aux intérêts de l'État contre le désir de la liberté de nos peuples. Malgré tout, la base de l'indépendantisme est forte et ne renonce en aucun cas à la lutte pour l'indépendance. Un bon exemple de cela, c'est cette journée que nous célébrons aujourd'hui et aussi le samedi passé, la Diada nationale de Catalunya, que plus de 400 000 personnes se sont manifestées pour l'indépendance de Catalogne, malgré tous les ententes de l'État espagnol et de la répression pour renverser notre mouvement. Nous voulons profiter de cette occasion, cette conférence, pour exprimer aussi notre plein soutien à nos frères kanaks du FLNKS devant le référendum d'indépendance du 12 décembre. Toujours à vos côtés, amis de Corsica Libera, vive la solidarité entre nos peuples et viva Corsica Libera, visca Catalunya lliure. Ringraziata assai. Preuve que cette journée est un peu exceptionnelle, une fois n'est pas coutume, nous avons respecté les horaires que nous avions annoncés, ce qui nous permet éventuellement de prendre quelques questions dans la salle adressées à nos invités. Je vois qu'Iker rigole, c'est pas très gentil, mais il est bien habitué des journées internationales. Donc la parole à la salle, s'il y a des questions adressées à nos invités pour quelques minutes, et puis nous passerons ensuite à la déclaration publique de Corsica Libera. Y a-t-il des demandes d'intervention? Je m'adresse à la salle, mais peut-être également aux intervenants s'il y a peut-être une précision à apporter ou
ou la volonté de contribuer au débat, sans quoi nous... Oui, Eric Simoni souhaite peut-être poser une question ou intervenir. Il y a peut-être un micro, je crois, qui peut circuler. Eric. Giundi au micro. El contingut l'ha fet bé. No, una mica pesat. Que el contingut d'ella l'ha fet bé. Oui, simplement, bon, c'est pas vraiment une question en soi, hein. Je pense que les intervenants ont répondu par tout ce qu'ils ont dit, mais on s'aperçoit qu'il y a des choses en commun dans la manière de présenter. On a entendu le représentant de la Kabylie, et on le voit au niveau catalan aussi, et de partout. À un moment donné, l'idée d'indépendance qui est portée par ces peuples est présentée comme un danger et voire qualifiée même de terrorisme, hein, à une époque où ce mot qui est largement galvaudé renvoie à des choses qu'on a vues il n'y a pas longtemps et dont tout le monde a pu mesurer l'ampleur. On s'aperçoit finalement que ces revendications, qui ne sont pas des revendications de repli sur soi, mais simplement de liberté, d'exercice qui est reconnu par les Nations Unies, finalement de pouvoir disposer de son avenir par les peuples. C'est quelque chose qui est reconnu depuis toujours par les Nations Unies et c'est quelque chose qui est un droit universel. On s'aperçoit que l'idée d'indépendance, c'est en fait l'idée la plus stabilisatrice pour la planète aujourd'hui. C'est celle qui répond le mieux aux enjeux du moment. C'est celle qui répond le mieux aux besoins, on l'a vu en matière de santé publique, des citoyens au plus près de leurs préoccupations et de leurs besoins réels. Et c'est aussi ce qui permet la coopération entre les peuples. On l'a vu dans d'autres conflits, quand on met dans un pays un gouvernement fantoche, eh bien ça ne tient pas longtemps. On l'a vu pour l'exemple de l'Afghanistan, par exemple, et c'est le retour à des heures sombres. En Afghanistan, alors, on n'a pas de représentant afghan ici, mais on s'aperçoit finalement que tout ce qui s'oppose à l'indépendance des peuples finit par une catastrophe et on a un monde qui est en guerre parce que ce monde, aujourd'hui, il est régi par des intérêts financiers, par des États qui eux-mêmes se replient sur eux-mêmes, se replient sur des identités virtuelles, alors que les identités réelles, les nations réelles qui correspondent à des réalités humaines, sociales, historiques, sont complètement niées et foulées aux pieds. Donc, le combat pour l'indépendance des peuples, c'est à la fois un combat qui est très local et qui a une valeur universelle. Et aujourd'hui, elle est reconnue de partout et de partout dans le monde. Il y a un mouvement de l'histoire qui est inéluctablement en marche et la Corse, elle a inéluctablement, elle a irrémédiablement vocation à s'inscrire dans cette marche historique, dans cette marche de l'histoire qui aujourd'hui est planétaire. Je crois que les témoignages qui ont été apportés par des gens qu'on connaît nous depuis longtemps, qui ont cheminé depuis longtemps, qui n'ont jamais perdu de vue les objectifs, doit nous encourager à poursuivre dans cette voie parce que c'est la voie non seulement de l'espoir, mais c'est la voie de la réalisation très concrète des aspirations des peuples et de la réponse à leurs besoins. Sì, Eric, fidemo a Sala, un begu mica umanda. Je me tourne une dernière fois vers nos invités s'ils souhaitent dire un mot de conclusion, sans quoi nous allons interrompre quelques minutes, quelques brefs instants, avant de passer à la dernière phase de nos travaux, de notre journée, c'est-à-dire la déclaration publique de Corsica Libre. Je ne vois pas d'autres interventions. On a du più qu'à ringraziare i nostri invitati, à les remercier chaleureusement et fraternellement. Ils peuvent rester avec nous par le biais de la technique pour cette dernière phase de notre journée. Et nous suspendons quelques instants, le temps de nous retrouver, de revenir pour la déclaration politique du mouvement. A ringraziare a tutti.